Bonjour très chers amis, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour continuer à parler du livre Comment se faire des amis. Et dans cet épisode, je vais vous parler du troisième principe pour influencer les autres, qui est d'éveiller un désir chez la personne que vous voulez influencer. Oui, aujourd'hui, je vais vous parler d'une technique ou d'une méthode qui permet d'influencer quelqu'un d'autre pour l'inciter à faire quelque chose que vous voulez. Et c'est de la manipulation, c'est de l'influence, c'est de la manipulation, je suis totalement d'accord. Peut-être qu'il y a certains d'entre vous qui vont penser que la manipulation, c'est mauvais. Et ils ont en partie raison. Mais je pourrais évoquer deux choses. C'est que chaque jour qui passe, lorsque vous interagissez avec des personnes, lorsque vous regardez Instagram, lorsque vous regardez Twitter, BFM TV, des podcasts, tout support où vous allez recevoir un input, peut-être que certaines personnes vont vouloir vous vendre un produit, vont vouloir vous vendre un service, et c'est ok. Mais dans cette vente, dans ce process, dans ce marketing, c'est obligé que la plupart des gens vont utiliser les principes psychologiques, les biais cognitifs qui vont vous inciter à captiver votre attention sur ce qu'ils veulent. Et peut-être vous vendre quelque chose dont vous n'avez pas forcément besoin, mais ils vont susciter en vous le désir de le faire. Et est-ce que c'est une mauvaise chose ? Ça dépend, hein. C'est pas tout blanc ou tout noir, je pense. Ça dépend vraiment de l'intention de la personne. Si la personne est persuadée que son produit ou son service va vraiment vous améliorer la vie ou va être quelque chose qui va apporter de la valeur dans votre vie, c'est ok, c'est un scénario win-win. Vous allez lui donner de l'argent, il va être content, vous allez recevoir quelque chose qui va être bénéfique pour vous, ça va être cool. Mais par contre, si la personne essaye de vous vendre un produit qui est complètement nul, là par contre, c'est pas de la bonne manipulation. Et je pense que tous ces outils qui permettent d'influencer les autres, c'est comme la technologie, c'est comme Instagram. Sur Instagram, si j'ai envie d'apprendre une langue étrangère, il y a plein de comptes qui vont pouvoir m'aider à réaliser cet objectif. Peut-être que je vais trouver des comptes sur lesquels il va y avoir des vidéos qui vont me donner les principales phrases de base qui vont me permettre de me lancer dans la langue, de commencer déjà à parler, avoir des conversations basiques. Donc c'est trop bien, c'est cool. Par contre, sur Instagram, il y a aussi des comptes qui apportent pas beaucoup de valeur dans le monde ou dans la vie des gens. Et ils utilisent la même technologie. Donc, je pense que c'est important de se dire que toutes les méthodes, toutes ces méthodes de manipulation, c'est pas quelque chose de mauvais, c'est juste un moyen et ça dépend vraiment de l'utilisation que l'on en fait. Bref, donc aujourd'hui, je vais vous parler de comment éveiller un désir ardent chez la personne que vous voulez influencer. Imaginons que vous êtes un pêcheur aguerri. Vous allez pêcher sur un lac qui se trouve pas très loin de chez vous, tous les samedis après-midi. Et pour pêcher du poisson, vous n'allez pas penser à ce que vous aimez, les desserts au chocolat peut-être ou un poulet frites, mais vous allez plutôt penser à ce que les poissons raffolent, ce qui est la plupart du temps les asticots. Et vous savez que si vous allez utiliser ces asticots, vous allez réaliser une belle pêche. Moi, ça me fait penser que lorsque j'étais jeune, j'allais à la pêche en Brière. C'était une espèce de marécage perdu au milieu de la campagne. Et je prenais mon petit vélo avec 3 cannes à pêche, une qui faisait 3 mètres, une qui faisait 4 mètres, une qui faisait 5 mètres. J'attachais ça sur le cadre de mon vélo. Je prenais un petit seau, je prenais mon sac, et dedans, je prenais pas des asticots, mais je prenais du maïs. Et j'allais pêcher des poissons-chats. Donc les poissons-chats, c'est des petits poissons avec des... Comme les chats, je sais pas comment on appelle ça, des moustaches. C'est des poissons avec 2 moustaches. Et aussi, ils ont des nageoires dorsales et frontales, on va dire, qui sont très piquantes. Et je pêchais plein de poissons-chats en utilisant du maïs. Et ensuite, je retirais l'hameçon en leur faisant ouvrir la bouche. Et des fois, je me piquais avec leur pic. C'était affreux. Et on faisait des petites fritures avec les poissons-chats. C'était particulier. Moi, j'aimais pas. C'était pas mon repas préféré, mais c'était plutôt le fait de pêcher qui me faisait kiffer. Donc là, je parle de pêche. Mais ce qui est important
c'est que si je veux attirer des poissons à moi, je vais leur donner quelque chose qu'ils attendent. C'est-à-dire soit des asticots, soit du maïs dans mon cas. Et il en est de même pour les relations humaines. Le désir, ça naît de nos besoins fondamentaux. Et le meilleur conseil que l'on puisse offrir à quelqu'un qui souhaite influencer quelqu'un d'autre, c'est de créer en lui un désir de réaliser la chose qu'on a envie qu'il réalise. Et pour ça, c'est intéressant, il faut s'intéresser à ce que les humains aiment et désirent. Et je pense que celui qui arrive à attirer la sympathie, à augmenter son réseau et connaître le succès, a une grande capacité à influencer les autres et à savoir comment générer ce désir au fond de leurs êtres, au fond d'eux-mêmes. Et l'une des clés pour réaliser ça, c'est se mettre à la place d'autrui. Si vous avez besoin de persuader une personne de faire quelque chose, il faut que vous vous posiez la question, comment puis-je amener cette personne à faire ce que je lui demande ? Et la réponse, elle est peut-être pas intuitive parce qu'on est très centré sur nos besoins, nous, sur ce qu'on a envie de faire. Et assez souvent, lorsqu'on essaye de convaincre ou d'influencer quelqu'un, on va lui dire que ce que nous, on veut, on va lui dire ce que nous voulons, mais ça ne va pas marcher parce que la personne, elle ne va pas réussir à se mettre à notre place. Et là, le hack, c'est de se mettre à la place d'autrui et de lui faire comprendre que notre solution, c'est la meilleure vis-à-vis de ce que lui désire. Donc, je vais vous raconter une histoire que l'auteur a mentionnée dans son livre. Donc, l'auteur, c'est avant tout un conférencier. Et chaque année, chaque saison, il donne une série de conférences à New York. Et dans ce cadre-là, il loue la salle d'un grand hôtel pendant quelques semaines. Et une année, il reçoit une notification du directeur de l'établissement lui disant que le loyer de la salle allait être augmenté de plus de 300%. L'auteur, il était un peu embêté parce que tous ses billets étaient déjà imprimés, déjà distribués, mais aussi il voulait pas payer le triple du loyer et on peut le comprendre. Évidemment, l'auteur, il n'est pas allé voir le directeur en lui disant « C'est impossible, t'as vu, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu augmentes le prix du loyer de plus de 3 fois? Moi, j'ai pas les moyens, c'est inadmissible. » S'il avait fait ça, c'est sûr que ça aurait été voué à l'échec. Donc, il ne s'est pas plaint. Il n'a pas essayé d'entretenir une discussion, d'entretenir un différend avec le directeur. Il a simplement été le voir 2 jours plus tard. Et il lui a dit, donc imaginons, je sais pas, il s'appelle Monsieur Dupont. Monsieur Dupont, j'étais un peu surpris de recevoir cette lettre. Mais je ne vous blâme inutilement. J'aurais certainement fait comme vous. Votre devoir en tant que directeur, et je le comprends bien, c'est de tirer le maximum de profit. Et si vous ne le faites pas, vous allez être peut-être congédié et vous le mériteriez. Mais si vous le voulez bien, prenons une feuille de papier et notons ensemble les avantages et les inconvénients que vous tirerez de cette hausse, si vous insistez à la maintenir. Il prit donc une feuille de papier et indiqua une colonne avantage et une autre inconvénient. Dans la colonne avantage, l'auteur indiqua salle de danse vacante et dit au directeur « Voilà, si je suis absent, vous aurez la possibilité de louer la salle pour des bals, pour des réunions, et c'est là un gros avantage, car dans ces cas-là, le tarif est bien plus élevé, n'est-ce pas? Si j'immobilise votre salle pendant 3 semaines, vous allez certainement perdre l'occasion de réaliser quelques bénéfices. » Et pour les inconvénients, il dit à M. Dupont, « Premièrement, au lieu d'augmenter votre revenu, vous allez le réduire, voire le réduire à néant, car dans l'incapacité où je serai de payer le prix demandé, je choisirai un autre endroit pour mes conférences. » Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, il lui dit que ce ne sera pas le seul manque à gagner pour lui, car ces conférences attirent un grand nombre d'auditeurs de la meilleure société, des gens cultivés, fortunés et célèbres. Et il lui dit que si vous avez envie d'attirer ces gens, je pense que vous allez devoir dépenser $5 000 en annonces de journaux pour attirer chez vous les personnes que ces conférences attirent normalement. Cela représente une valeur, n'est-ce pas? Enfin, l'auteur mit fin à la discussion en indiquant à Monsieur Dupont, est-ce que vous pouvez étudier votre proposition d'augmenter le loyer en étudiant soigneusement ses avantages et ses inconvénients et revenir vers moi, s'il vous plaît, en faisant connaître votre décision.
Et le lendemain matin, l'auteur reçut une lettre l'informant que le prix ne serait pas augmenté de 300%, mais de 50%. Et là, la clé, pourquoi ça marchait, c'est que l'auteur a réussi à se mettre à la place du directeur et de lui prouver que s'il maintenait cette augmentation de 300%, il allait perdre sur toute la ligne. Et c'est là le secret. Donc, comment éveiller ce désir chez la personne que vous voulez influencer? Là, il a utilisé le biais de négativité, c'est-à-dire que c'est comme ça que fonctionnent les assurances également. Il y a plein de gens qui achètent plein d'assurances alors qu'ils n'en ont aucunement besoin. Simplement, le fait de perdre quelque chose, le fait d'avoir un risque pour perdre quelque chose, pour l'être humain, c'est quelque chose qui est insupportable. On a beaucoup plus tendance à être craintif à perdre les choses plutôt qu'à en avoir. Et en appuyant sur ce biais de négativité, l'auteur a dit au directeur, ok, bah là si tu maintiens ta hausse, en fait tu vas être plus perdant sur toute la ligne. Et bien sûr, le directeur n'a pas envie de perdre quelque chose, n'a pas envie de perdre de l'argent, plus d'argent. Donc il s'est dit, ok, si je fais ça, en fait, je vais plutôt être perdant. Donc je pense que c'est mieux que je réduise le loyer. Et c'est une perspective totalement différente que si l'auteur avait directement mentionné, ok, c'est pas bien, moi je peux pas payer, vous êtes vraiment affreux de faire cette demande. Voilà, il aurait simplement communiqué aussi au directeur ses besoins, ses propres insécurités peut-être aussi, sur le prix, etc. Mais il n'aurait pas eu ce qu'il voulait parce que le directeur, il s'en fout en fait de ce que l'auteur, quels sont les désirs de l'auteur. Il s'en fout. Donc l'auteur, il s'est mis à la place du directeur et il lui a fait comprendre que s'il continuait dans cette optique d'augmenter le prix du loyer, en fait, il serait perdant sur toute la ligne. Et en faisant ça, l'auteur a réussi à obtenir ce qu'il voulait du directeur. Je vais vous raconter une autre histoire. Donc là, je crois que c'était une personne qui voulait déménager de ville pour avoir un climat plus propice à son fils. Et elle cherchait du travail dans une banque à Phoenix. Donc c'était Barbara Anderson. Et je crois que c'était je sais pas si c'était une personne qui suivait les cours de Dale Carnegie sur la communication. Donc je vais vous lire la lettre qu'elle a envoyée à 12 banques de Phoenix. Et ensuite, je vais vous commenter pourquoi ça marchait. Parce qu'il y a de la valeur dans cette lettre. Je trouve qu'il y a beaucoup de valeur. Donc, monsieur, mes 10 années d'expérience bancaire devraient intéresser une banque en pleine expansion comme la vôtre. Mes activités au sein de la société fiduciaire de New York, fiduciaire. Au sein de la société fiduciaire de New York m'ont conduite au poste de directrice d'agence que j'occupe à présent. Elles m'ont permis de me spécialiser dans les différents systèmes bancaires de dépôt, de crédit, de prêt et de gestion. Je vais m'installer à Phoenix au mois de mai et je suis sûr de pouvoir participer au développement de votre banque. Je serai à Phoenix la semaine du 3 avril et je vous serai reconnaissante de me donner l'occasion de vous montrer comment je peux aider votre établissement à atteindre ses objectifs. Et sur les 12 banques qu'elle a contactées, elle a eu 11 réponses. Et là, la clé, c'est que, au lieu de mentionner ce qu'elle voulait, elle a mis l'accent sur ce que ces entreprises désiraient. Sur les 12 banques, elle a eu 11 réponses. Et là, ce qui est important, c'est que, au lieu de mentionner ce qu'elle voulait, elle a mis l'accent sur ce que ces entreprises désiraient. Et on le voit dans la lettre. Par exemple, au début, elle dit mes 10 années d'expérience devraient intéresser une banque en pleine expansion comme la vôtre. Ouais, je suis sûr que vous êtes une banque en pleine expansion. Et en fait, on a comme une méthode du sandwich, c'est-à-dire qu'elle va se mettre à la place de la banque au début. Donc elle va dire ça devrait intéresser une banque en pleine expansion comme la vôtre. Ensuite, elle se qualifie, elle se justifie en disant voilà, mes activités m'ont permis de développer ses compétences, blablabla. Et à la fin, elle revient et elle dit voilà, je suis sûr que si on travaille ensemble, je vais participer à la réussite des objectifs de votre établissement bancaire. Et en fait, elle a un peu adopté un cadre du nous. Donc au début, elle s'est mise à la place de la banque. Ensuite, elle s'est qualifiée. Et ensuite, elle a fait un scénario win-win en lui disant, si on peut se voir, je suis sûr qu'on va pouvoir faire du bon travail ensemble.
Et ça montre de la confiance également, parce que c'est vraiment différent que de simplement donner une lettre et juste se qualifier sans se mettre à la place de votre interlocuteur. Parce que lui, qu'est-ce qu'il veut? Il veut quelqu'un de compétent qui va permettre d'atteindre les objectifs qu'il a, de développer son business, par exemple. Donc voilà un exemple de lettre que vous pouvez envoyer si vous travaillez dans le secteur bancaire. Et ce qui est intéressant à noter, c'est que la plupart des personnes qui servent les autres sans arrière-pensée ont un avantage considérable sur le reste des personnes. Et c'est ça qui est très paradoxal, c'est que si vous voulez influencer les autres, mais que vous avez de mauvaises intentions, généralement, ça ne va pas marcher. Mais celui qui a un désir totalement désintéressé, il partage juste de la valeur, il partage juste des choses, on va dire, intéressantes qui vont apporter de la valeur aux gens. Généralement, cette personne arrive beaucoup mieux à influencer les autres parce qu'il a des désirs sains. En fait, il sait que ce qu'il va proposer, ça va apporter de la valeur aux gens. Et on en revient à cette notion de est-ce que c'est une manipulation saine ou malsaine? Est-ce que c'est un scénario win-win ou un scénario win-lose? Il faut garder ça à l'esprit. Et on va retrouver beaucoup ça dans le livre, mais là, la clé, c'est de considérer le point de vue d'autrui. C'est se placer à la place de l'autre personne pour lui susciter un désir de faire ce que vous voulez. Ce qu'il faut retenir, c'est que si on fait un parallèle avec la négociation, dans une négociation, il ne faut pas qu'il y ait une personne qui s'en tire comme quelqu'un qui va gagner et une personne qui va s'en tirer comme quelqu'un qui a perdu. Dans une négociation, il faut que les deux parties doivent être gagnantes. Et pour que cela arrive, ça va vraiment dépendre de vos intentions. Si vous êtes dans un appel de vente et que vous êtes la personne qui essayait de closer le client, vous avez envie que le client, la personne avec qui vous êtes en train de dialoguer, passe à l'action, c'est-à-dire sorte sa carte bancaire pour acheter votre produit ou votre service, il faut que votre produit ou votre service ait beaucoup de valeur parce que sinon la personne ne va pas être convaincue. Et je pense que ce qui est vraiment important, si vous-même vous n'êtes pas si vous n'êtes pas convaincu de la valeur de votre produit ou de votre service, vous n'allez pas réussir à convaincre ou à persuader l'autre personne. Alors que si vous êtes persuadé que c'est une bonne chose pour sa vie, si vous savez que ce que vous proposez, ça va apporter de la valeur à l'autre personne, la personne va le ressentir. Et ça va être beaucoup plus simple de l'influencer pour la faire passer à l'action parce que vous avez une intention saine. Maintenant, je vais vous donner un cas pratique. Imaginons que vous faites partie d'une classe, vous êtes un enfant, vous faites partie d'une classe et vous aimez jouer au basket. Mais vous êtes tout seul pour le moment. Comment feriez-vous pour persuader vos camarades de jouer avec vous? Voilà, je vous donne quelques secondes pour réfléchir. La clé, c'est comme on l'a évoqué précédemment, c'est de ne pas se mettre à sa place de nous ce qu'on a envie, mais de se mettre à la place des autres. Si je me mets, imaginons que moi j'adore jouer au basket, c'est une passion, et que je dis simplement aux autres, allez venez les gars, franchement c'est trop bien de jouer au basket, on va jouer 30 minutes, on va s'éclater, et en plus la dernière fois il n'y avait pas assez de monde donc c'était chiant, est-ce que vous pouvez faire un effort s'il vous plaît? Là ça va pas marcher. je fais simplement des choses qui vont pas dans leur sens à eux, mais dans ce que je veux moi. Alors que si j'essaye plutôt de leur mentionner tous les bienfaits qu'il y a à faire du basket, c'est-à-dire, par exemple, franchement, si on joue au basket ensemble, ça va être trop bien, on va être en plein air, il va faire beau, on va passer un bon moment ensemble, en plus on va faire du sport, on va cultiver notre corps athlétique, et je pense qu'il y a vraiment moyen qu'on passe un bon moment, on va rigoler, ça va être fun. Ça vous dit? Si je le sors comme ça, je suis sûr qu'il y aura beaucoup plus de personnes qui, à minima, vont se poser la question « Ah, ça peut être une bonne idée de faire du basket. Peut-être que je vais aller avec lui. » Donc c'est vraiment très intéressant. Cette règle est vraiment très intéressante de se placer à la place de l'autre. Et c'est pas facile. Pourquoi c'est pas facile? Parce que déjà, il faut se placer à la place de l'autre et c'est pas quelque chose qu'on fait intuitivement. Et ensuite, il faut avoir les bons arguments parce que vis-à-vis du directeur, par exemple, dans le premier exemple, l'auteur, il a un peu réfléchi avant. Il s'est dit, OK, si je me mets à la place du directeur, lui ce qu'il veut, c'est des bénéfices. Donc, comment je pourrais le persuader que s'il loue sa salle à plus de
près du triple du prix, comment je peux amener les choses pour que dans sa tête, il se dise que ce soit une mauvaise chose. Et ça demande du travail. Mais comme tout dans la vie, ça demande du travail. Mais en tout cas, c'est possible. Et en tout cas, avec ces exemples, je montre que c'est possible. Ce sera tout pour aujourd'hui. La prochaine fois, on parlera d'une autre règle. Je crois que c'est intéressez-vous réellement aux autres. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao.